J'ai le très, très grand plaisir d'accueillir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Enzo D'Armenio, qui est un assidu, parmi les participants assidus, disons, on les classe comme ça. Il est à présent titulaire d'une chaire de professeur junior Game and Healthcare, communication numérique, jeux, santé publique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à l'Université de Lorraine, MES, et fait partie du célèbre laboratoire CREM, Centre de recherche sur les médiations, communication, langue, art, culture. Ces recherches portent à présent sur des questions de jeux et santé en relation avec ces recherches d'avant sur les images interactives des jeux vidéo, la réalité virtuelle et les médias audiovisuels. Il travaille aussi sur l'IA depuis quelques années. Nous avons coécrit quelques articles au sujet des IA génératives multimodales et la question de l'énonciation et de la praxis énonciative. Ça a été un grand plaisir pour moi. Parmi les anciennes gloires, mentionnons qu'il a obtenu en 2020 la prestigieuse bourse Marie Curie, Individual Fellowship pour le projet Fostering Critical Identities through Social Media Archival Images, consacré à l'analyse des images identitaires sur les réseaux sociaux à l'Université de Liège. Il a aussi obtenu plusieurs financements de recherche pour des projets menés à l'Université de Liège et au CNRS. Ces recherches ont porté principalement sur la construction d'une théorie sémiotique des médias visuels, sur le problème de la substance de l'expression et des formats techniques des images, sur la rhétorique des archives audiovisuelles, les images des réseaux sociaux, les jeux visuels et les jeux vidéo, et la réalité virtuelle. Parmi ces publications, je tiens à mentionner ses contributions pour plusieurs revues importantes comme Semiotica, Visual Communication, Techno-Humanities et beaucoup d'autres, ainsi qu'une monographie en italien publiée en 2014 pour la maison d'édition Unicopli. Le livre s'intitule Monde parallèle, repenser l'interactivité dans les jeux vidéo. On est très, très content de clôturer cette année avec toi, Enzo, et voilà. Merci beaucoup, Maria-Giulia, pour cette présentation magnifique et très riche. Et je remercie également Juan pour l'invitation. Je suis ravi de participer au séminaire. Et je remercie également tous les intervenants et les intervenants des séances précédentes parce que leurs interventions ont beaucoup nourri ma réflexion et j'espère d'être à la hauteur des échanges qui ont déjà eu lieu. Aujourd'hui, je vais prendre en compte la question des stéréotypes par rapport à l'identité, parce que je pense que les stéréotypes et la formation des stéréotypes est liée au processus qui sédimente les identités. Et je vais à cet égard développer trois parties principales. La première concerne une possible sémiotique de l'identité, c'est-à-dire quelles sont les opérations minimales qui manifestent une identité. Et je parlerai à cet égard d'identification, c'est-à-dire le processus qui consiste à la gestion des différentes valences du sens, des valences expérientielles, linguistiques et sociales, capables de manifester le travail local d'une identité. Et voilà, oui, j'expliquerai comment ces identifications deviennent une identité. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième, je vais prendre en compte les développements, la sédimentation de l'identité par rapport aux stéréotypes, et je vais le faire en reprenant la théorie des registres qui a été déjà évoquée, qui a été développée bien sûr en anthropologie linguistique, et que toi, Maria-Giulia, tu as parlé de la théorie des registres, mais aussi à Lumine Rosso, Aurora Donzelli, Megan Barker et beaucoup d'autres intervenants. Parce que je veux montrer une autre forme d'identification qui marche d'une manière différente et qui est, à mon avis, liée à la formation des registres. Et enfin, dans la troisième partie, je vais essayer d'appliquer ou quand même de jouer avec ces concepts-là, parce que je vais effectivement essayer de faire adopter à l'IA une attitude ludique, la faire jouer. Pourquoi faire jouer l'IA? Parce que je pense que dans les jeux, les individus manipulent souvent des stéréotypes. Et du coup, ça nous permet de regarder certains traits de l'énonciation des liens. Alors, le point de départ, et je prends comme point de départ l'intervention de Jean-François Bordron dans ces séminaires,
parce que Bourdon a expliqué qu'un stéréotype n'est pas simplement une forme sémiotique répétée, il faut une prégnance, c'est-à-dire une direction d'interprétation, il faut une fracture au sein du sens commun, et surtout, il faut une sorte de réciprocité. Il y a une distribution des rôles. La personne qui parle, Bourdon a déclaré, ne sait pas toujours qu'elle parle à travers un stéréotype. C'est une autre entité qui doit ou qui le reconnaît. Et à cet égard, il a donné pas mal d'exemples. Par exemple, Flaubert qui fait parler ses personnages à travers des stéréotypes. Ou encore un cas typique de deux politiciens qui, dans un débat politique, essayent de réduire l'autre à un stéréotype et de s'approprier du sens commun ou de se distancer du sens commun. Et dernière chose qui est aussi importante dans l'intervention de Bourdon, c'est l'idée qu'une fonction du stéréotype est d'étendre vers les rôles thématiques. Or, dans tous ces cas-là, il me semble que les fractures interprétatives qui concernent les sens communs se manifestent à travers des oppositions identitaires ou des relations identitaires. Flaubert par rapport à ce personnage, des politiciens l'un contre l'autre, et aussi, bien sûr, les stéréotypes qui deviennent un rôle thématique et qui a à voir avec des traits narratifs. Oui, voilà. Et, alors, en sémiotique, il me semble que la question de l'identité a été traitée surtout de manière indirecte. Il n'y a pas un concept, à part Ferdinand de Saussure, qui a traité directement l'identité en tant que concept formel. On a des identités discursives, c'est-à-dire comment un discours construit une identité dans le cas de Floch, qui est bien sûr inspiré de Paul Ricoeur. On a beaucoup de sujets, le sujet de l'énonciation, des instances énonçantes, on l'a rappelé tout à l'heure. On a des opérateurs des pratiques dans le cas des pratiques sémiotiques et on a aussi la conduite dans la typologie de Jacques Fontani qui exprime en ethos, on pourra y revenir par la suite, et des identités collectives ou des formes de vie, quelque chose qui se rapproche. Alors, il me semble par contre que l'identité constitue une dimension fondamentale de la sémiose. Et ce que je suis en train de faire, ou d'essayer de faire, est de construire une théorie sémiotique de l'identité. Je ne veux dire pas dans cette intervention simplement, mais en général dans cette période de ma carrière. Alors, mon point de départ, ça c'est quelque chose que j'ai répété pas mal de fois, mais voilà, mon point de départ est l'approche de Pierluigi Bosso-Fossali, qui conçoit la sémiotique comme la science qui étudie toutes les médiations impliquées dans la gestion sociale du sens. Et ces médiations sont organisées, selon Pierluigi Bosso-Fossali, en 4 sphères fondamentales: l'expérience, l'énonciation, la communication et la transmission. Et moi, je pense qu'il s'agit d'une sorte de cartographie épistémologique, c'est-à-dire que c'est la tentative, au moins c'est ma relecture, de coordonner des recherches qui existent déjà en sémiotique, par exemple par rapport à la perception, les travaux d'Eco et de Jean-François Bourdon, l'énonciation, voilà, beaucoup de recherches en sémiotique, la communication, Eliseo Veron, et aussi les concepts d'implémentation chez Goodman, c'est-à-dire prendre un objet culturel et l'implémenter dans un contexte, par exemple une photo de famille qui vient exposer dans un musée, je le dis parce que je reviendrai par la suite. Et puis la transmission. Mais moi, je vais me concentrer sur les premières 3 sphères et je les conçois comme les 3 valences fondamentales de la sémiose. Je reprends ça aussi pour Luigi Bosso-Fossali, mais voilà, peut-être que je caricature certains traits. Pour moi, ces 3 valences fondamentales, expérience linguistique et sociale, et pour le simple fait que dans une sémiose, dans toute opération de sémiose, on ne trouvera jamais une sémiose purement perceptive, une sémiose purement linguistique, une sémiose purement sociale. Dans chaque opération de sémiose, ces valences présentent des disproportions et il faut les gérer. C'est ça la construction du sens, et ça aussi je reprends un peu de Pierluigi. Alors ma thèse est que l'identité se manifeste d'une manière plus ou moins spécifique dans toute sémiose, et du coup, j'ai parlé d'identification. Et c'est justement l'idée que dans la sémiose, les individus doivent gérer les rapports entre ces valences, expérientielles, linguistiques, sociales, et cette gestion manifeste le travail sémiotique local
d'une identité spécifique. C'est-à-dire que pendant cette gestion, il y a une production des signes, des hésitations, des erreurs, justement peut-être des résidus, des alignements imparfaits des registres, qui est capable de rendre observables des fragments d'une identité. Dans le cas de l'énonciation, ça c'est très évident. L'énonciation est presque par définition une initiative linguistique qui opère en écart par rapport à l'expérience et qui se situe dans une situation sociale plus ou moins stabilisée. Un exemple que je peux faire en temps réel, c'est le cas de cette communication. Je suis en train de parler, il y a des contraintes institutionnelles ou quand même des domaines. Vous entendez tout de suite ma voix, j'ai un accent, vous pouvez reconnaître que j'ai un accent italien, du coup il y a une dimension de l'expérience qui dit quelque chose de moi. Je peux faire des répétitions, je peux faire des erreurs, je peux voilà, opérer des lapsus, et ça c'est les valences linguistiques qui sont gérées. Je peux dépasser les temps accordés, je peux être arrogant, je peux être voilà, et ça c'est les valences sociales. Je suis en train de gérer ces valences et je laisse des signes, des fragments de mon identité qui sont observables par vous et par moi aussi. Alors, on pourrait se poser la question, on a vraiment besoin de ces concepts d'identification? On a déjà celui du sujet, on a l'idée chez Benveniste que l'énonciation produit les discours et son sujet. Alors, pourquoi on a besoin d'identification? À mon avis, pour deux raisons. La première est que l'identification ne se réalise pas seulement dans l'énonciation, mais aussi dans d'autres sémioses. Par exemple, si on est en train de lire un roman et qu'on n'énonce rien, en fait, on est en train de lire, c'est la sémiose interprétative. Et à cet égard, je reprends une citation de Bruno Latour qui parle justement des subjectivités d'énonciation, et il dit que la subjectivité, en fait, est le résultat de la sémiose. Je paraphrase un peu. C'est-à-dire que si l'œuvre a besoin d'une interprétation subjective, ça veut dire que nous gagnons notre subjectivité. Nous découvrons que nous devenons des sujets capables d'aimer Bach, par exemple. Et du coup, là, ce n'est plus seulement une question d'énonciation, c'est aussi une question d'interprétation et plus généralement des sémioses. Un autre exemple, toujours lié à la lecture, on est en train de lire un roman, il y a des personnages qui sont très controversés, et ces personnages nous mettent mal à l'aise, ils sont des méchants, mais on les comprend et on les aime. Bref, on découvre des fragments de notre identité à travers la sémiose. C'est ça, à mon avis, qu'on fait à chaque fois qu'il y a une sémiose. Ça devient aussi une autre observation. Deuxième raison pour laquelle, à mon avis, il faut utiliser aussi les concepts d'identification à côté de celui de subjectivité, parce que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que la subjectivité énonciative est justement liée à des énonciations singulières ou à des groupes d'énonciation. Mais en fait, notre identité, notre comportement pendant la sémiose est quelque chose de plus qu'une subjectivité. C'est, voilà, les travaux de Paul Ricoeur parlent de tapes, c'est-à-dire ce qu'on devient, mais on peut donner aussi des exemples plus anecdotiques. Par exemple, un lecteur qui aime la littérature postmoderne, mais que peut quand même estimer qu'un polar est un chef-d'œuvre, même s'il n'est pas un genre de son goût. Du coup, il y a une objectivation de la valeur formelle, mais ce n'est pas mon goût. Alors, dans cette énonciation, il n'est pas de mon goût. À mon avis, il y a plus qu'une question de subjectivité. Il y a une histoire d'interprétation, une histoire de sélection, etc. Je vous donne un autre exemple un peu plus noble que mon accent et que voilà, la lecture, que mes lectures. Et cela concerne Gerhard Richter, c'est-à-dire un artiste allemand qui a produit dans les années 60 des photopeintures. Il a fait beaucoup d'autres choses, mais je vais me focaliser sur les photopeintures, c'est-à-dire des tableaux réalisés avec des moyens picturaux qui construisent un dialogue visuel, perceptif et social avec des photographies. Ou, si vous voulez, si on est un usager ou quelqu'un qui n'est pas expert, rassemble à des photographies. Et alors, même dans ces cas-là, comme je le disais à propos de ma voix,
On reconnaît l'identité de quelqu'un à travers la voix, on reconnaît que je suis probablement italien. Richter travaille sur la voix, c'est une métaphore, de la photographie. C'est-à-dire qu'il construit un dialogue sur les qualités matérielles, sur les qualités expérientielles de la perception. Et du coup, dans la première image, Family Fisher, on voit que son image a construit un dialogue avec le format du Polaroid. Il y a le format de l'image qui est presque carré. On a la couleur typique du vieillissement du film photographique. Tandis que dans la deuxième image, nous sommes confrontés à une sorte de reproduction de la photo des presses. On peut presque remarquer les plis papier. Alors, même dans ces cas, il s'agit d'une identification, mais cette fois d'une identification énonciative, à travers l'énonciation. Ce n'est plus la lecture d'un roman qui nous fait découvrir quelque chose, c'est Richter qui travaille sur les voies de la photographie et essaie de construire un dialogue à travers des moyens picturaux. Mais il y a aussi des valences linguistiques, c'est les configurations compositionnelles de la photographie et de la peinture qui sont réorganisées. Et bien sûr, des valences sociales, il y a des domaines qui sont indexés, la publicité des presses, la publicité touristique, la publicité, la photographie, pardon, pas la publicité, la photographie des presses, tourisme extra. Je ne sais pas pourquoi mon écran devient de plus en plus sombre et j'arrive à rien voir. Voilà. Et du coup, c'est une autre identification. On pourrait faire d'autres exemples. J'ai fait l'exemple de lire un roman, j'ai fait l'exemple de énoncer, mais même quand on est en train de marcher et qu'il se passe des choses qui sont inattendues, quand il n'y a pas une situation, là aussi et surtout là, on s'identifie à travers les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Mais voilà, à mon avis, il faut quand même remarquer qu'une identification n'est pas une identité. Mon écran devient noir et je ne vois plus rien. C'est bizarre. Voilà, l'identification n'est pas une identité parce que c'est justement une manifestation locale de l'identité, des fragments de l'identité pendant la sémiose. Et afin que l'identité se stabilise socialement, qu'elle devienne reconnaissable comme une globalité, qu'elle devienne imputable à travers des énonciations, il faut une sédimentation, c'est-à-dire plusieurs sémioses, plusieurs identifications qui font de sorte que cette identité commence à exister et peut être indexée de différentes manières. Trois exemples, cette communication, voilà, j'ai mon accent, vous me connaissez peut-être déjà, mais voilà, pour connaître mon identité, pas globale, mais des traits plus globaux, il faut que je réalise des sémioses même ailleurs, des sémioses dans d'autres domaines, peut-être un repas, peut-être encore un acteur de Hollywood, Leonardo DiCaprio, mais on pourrait penser à Johnny Depp. Il y a tous les rôles qu'il a joués pendant sa carrière, tous les personnages, mais il y a aussi les ragots, il y a aussi les procès judiciaires contre son ex-femme. Tout ça construit une globalité d'identification qu'on peut imputer de manière différente. Et du coup, ça, c'est un processus de sédimentation et d'identification qui met en place une identité sociale, ou tout simplement une identité sémiotique. C'est là, j'arrive à la deuxième partie. Voilà, résumé, l'identification, c'est la manifestation locale du travail d'une identité à travers la gestion des valences expérientielles, linguistiques et sociales. L'identité est la sédimentation de ces identifications. C'est-à-dire qu'un individu doit accomplir plusieurs sémioses dans plusieurs domaines sociaux. Et on a déjà dit, parmi ces sémioses, il y a des énonciations. C'est même très important. Alors, par rapport à la sédimentation des énonciations, je reprends les concepts de registre dans l'anthropologie linguistique parce que c'est une manière de typifier effectivement des identités, de typifier des manières de parler. Et même si ce concept a été déjà discuté pendant ces séminaires plusieurs fois, je rappelle, un registre, c'est une manière de parler, c'est-à-dire un répertoire de traits sémantiques, pragmatiques, lexicaux, qui sont reconnus comme typiques par quelqu'un, par des groupes, et associés à des types de personnes. Du coup, c'est une entité relationnelle, mais j'y reviens. Vous avez ici la citation à Aga, mais je ne vais pas la lire. J'y reviens plus tard. Alors, trois dimensions m'intéressent par rapport au registre.
trois aspects sont remarquables à mon avis. Le premier, c'est le fait qu'il s'agit justement d'un concept rationnel. Il y a trois dimensions, répertoire sémiotique, c'est-à-dire des formes sémiotiques, mais qui sont connectées à des domaines sociaux, de type de personnes associées, et aussi à des valences, si vous voulez, perceptives. C'est une perception des langages, bien sûr, mais on reconnaît un accent italien. On reconnaît, du coup, il s'agit de trois valences. Moi, ça, c'est ma relecture. Et c'est ça qui fait les registres. Deuxième aspect très important, et qui nous ramène un peu à la question aussi un peu plus sémiotique, c'est le processus de registrement. C'est-à-dire, c'est tout simplement la praxis énonciative des registres, ou quand même une procédure spécifique à l'intérieur de la praxis énonciative. Du coup, la schématisation des formes sémiotiques en accord à trois dimensions dans le cas des registres. Manière de parler, domaine, perception. Et Hague explique que les registres existent seulement quand ces stéréotypes métapragmatiques restent associés à des répertoires et continuent à être reconnus. Du coup, il faut les trois dimensions dans ces processus. La troisième raison, le troisième aspect qui m'intéresse et qui est peut-être le plus intéressant, est le fait que le processus de registrement, c'est-à-dire la sédimentation des registres, est un mécanisme fondamental de typification identitaire et de construction des stéréotypes. En fait, dans les descriptions des registres, il y a par exemple les manières de parler féminines et masculines, des migrants, des Italiens, des riches, des pauvres. Il n'y a pas de limite parce que c'est des stéréotypes métapragmatiques qui se réalisent dans la culture. Ce n'est pas une classification savante, une catégorisation savante, c'est une catégorisation sauvage. Et du coup, il y a par exemple dans le même espace social des registres de machos et des registres virils. Peut-être que c'est le même registre, mais reconnu de personnes différentes. Ou encore la manière de parler d'un bourgeois de Bruxelles, d'un bourgeois d'un quartier de Bruxelles. Voilà, il n'y a que des superpositions entre les registres. Et du coup, c'est là que des typifications, des stéréotypes peuvent se réaliser, effectivement. Et à cet égard, il me semble que le processus de registrement, quand il produit justement des stéréotypes de typification, présente des aspects en commun avec certains des choses qui ont été dites pendant ces séminaires. Par exemple, Jacques Fontani a parlé du passage du lieu commun au stéréotype. Il a parlé du coup d'une catégorisation généralisante qui radicalise des similitudes et homogénise un groupe autour d'un même attribut. C'est-à-dire que si le lieu commun peut encore être interprété, puis il y a une radicalisation et tous les groupes possèdent les mêmes traits. Jean-François Bourtron, comme je le disais au début de mon intervention, dit qu'un stéréotype doit être reconnu par quelqu'un d'autre. Et c'est le même pour Asif Aga par rapport au registre. Il dit que ce modèle est inévitablement un modèle pour quelqu'un. Et du coup, il faut un domaine social. Alors, je dirais qu'il y a deux opérations qui sont bien sûr très générales, et là, je ne dis rien de nouveau. Une typification, c'est-à-dire qu'à partir de multiples identifications énonciatives, dans la praxis énonciative, certains viennent à être reconnus comme représentatifs ou exemplaires d'un type de personne. Et du coup, J'espère que la maison sujet est à l'abri. Voilà, on gère les valences. Mais du coup, typification, ce n'est pas forcément négative. Par contre, dans ces processus, c'est-à-dire l'association des manières de parler à des types de personnes, peut se réaliser à travers des opérations de sélection qui réduisent ce type de personnes à seulement à des traits, ou qui prennent des traits et qui les distribuent sur toute la population. Du coup, j'ai fait un exemple qui ne me semble pas le meilleur. L'accent italien en français, c'est une manière de parler, c'est un type. Tous les Italiens parlent en français avec un accent, c'est un stéréotype. Mais ce n'est pas l'exemple que j'aime le plus. Voilà. Alors, dans ces cadres-là, du coup, on a formation de registre, on a typification, on a un stéréotype. Il me semble qu'il y a un passage de plus qu'on pourrait faire entre les identifications singulières, les énonciations et la stabilisation d'une manière de parler.
Et c'est un pas de plus qui relève de sa dimension génétique et logique. Du coup, ça ne se passe pas vraiment comme ça dans la société, mais je vais y revenir. En fait, dans les passages des identifications collectives à leur stabilisation dans des registres ou des stéréotypes, il faut, à mon avis, une autre opération. Et j'appellerai cette opération, inspirée clairement par l'anthropologie linguistique, une identification coindexicale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des énonciations qui indexent des identités qui habitent la société, les indexent, les sélectionnent, les condensent, leur confèrent une orientation axiologique et se positionnent de manière différentielle à leur égard. Exemple simple, repris de Bertrand, c'est deux politiciens qui sont en train de discuter. Et du coup, un politicien de droite, par exemple, pourra évoquer un politicien de gauche, même sans le nommer, en disant « Ah, il y a des politiciens qui voudraient accueillir tous les migrants ». Et voilà, là, il y a une identité sélectionnée, il y a une orientation axiologique clairement différentielle, clairement opposée, et il y a deux identités qui sont co-indexées, les politiciens nommés et les politiciens qui énoncent. Ou encore, deux politiciens de gauche. Par exemple, un socialiste qui partage certaines inquiétudes sociales, mais qui signale que sa position est quand même plus réaliste par rapport à des insoumis à la gauche radicale. C'est-à-dire, c'est ces opérations-là, à mon avis, qui présupposent puis leur sédimentation et la formation des registres et la formation des stéréotypes du point de vue logico-génétique, d'une certaine manière. Il faut que ces opérations soient répétées pour construire un registre, pour construire aussi un stéréotype. Et on pourrait même faire un pas de plus, on pourrait même dire une autre chose. Toutes les métadescriptions et les labellisations d'un registre présupposent cette opération-là. Par exemple, si on dit « il écrit comme ChatGPT », quelqu'un, c'est quelque chose, du coup, des traits discursifs parlés comme ChatGPT, c'est déjà une condensation très forte, associée à une identité. Il, on ne sait pas qui dans ces cas-là, et une orientation axiologique, dans ces cas-là, c'est plutôt dysphorique. Répéter et stabiliser socialement, cette opération d'identification coindexicale peut justement participer à la formation du registre, écrire comme ChatGPT, c'est-à-dire un répertoire qui existe, qui peut être utilisé, qui peut être reconnu, qui peut être utilisé comme stéréotype. En d'autres termes, c'est la sédimentation de ces processus d'identification coindexicale qui rend possible au niveau logique et génétique la formation des registres et aussi des stéréotypes. Je vous donne un autre exemple, c'est-à-dire que je reviens sur Richter, parce que dans ce cas-là, il se réalise la même opération, à mon avis, mais avec le langage visuel, ou quand même le langage visuel avec le langage verbal, on verra. Ça, c'est un de ces chefs-d'œuvre Emma nu sur un escalier, et voilà, vous pouvez remarquer toujours ce dialogue avec la photographie, avec le flou, etc. Mais ce tableau reprend presque de manière fidèle le titre d'un autre tableau de Duchamp, Nu descendant un escalier numéro 2, sauf que dans l'image d'origine, il n'y avait plus presque de corps, il n'y avait que des lignes, il n'y avait que des traits, ça va vers l'abstraction. Ah, je suis expulsé, je crois, de... Va essayer, sinon ça Attends. marque. Là. Ah, oui, voilà. Oui, tandis que dans le tableau de Richter, il y a une image pleinement figurative. Alors, ce qui se passe dans cette image-là, c'est effectivement la construction de trois séries de relations indexicales. C'est-à-dire une méta-énonciation qui indexe un autre discours visuel, nous descendant un escalier de Duchamp, puis une autre indexation qui concerne le type de personnes déjà présentes dans l'espace de l'art, dans ce cas-là, c'est Duchamp, mais de manière peut-être plus générale, la peinture ou les peintres abstraits, et puis un positionnement personnel à l'égard de ces rôles et ces identités, c'est-à-dire le fait qu'on peut continuer à innover en peinture sans renoncer à la figuration si on passe par la photographie.
Et du coup, effectivement, c'est un cas d'identification co-indexicale réalisée avec des moyens visuels et aussi verbaux, parce qu'il y a les titres qui fixent l'indexicalité du rapport. Avant de passer à la troisième partie, je voudrais examiner ou quand même porter des observations sur la praxis énonciative, parce qu'il me semble que déjà les registres, mais aussi les identifications, demandent une sorte d'extension, une possible extension de la praxis énonciative. Dans les registres, on l'a vu, il y a 3 dimensions, j'ai appelé expérientielle, linguistique et sociale, mais qu'on pourrait appeler autrement, c'est quand même 3 entités. Dans l'identité, c'est par définition, dans l'identification, il faut ces 3 entités. Or, il me semble que la praxis énonciative rend surtout compte de la circulation et sédimentation des formes discursives, qui restent quand même très proches de son origine linguistique. Mais alors, il y a des problèmes qui se réalisent, et Maria Giulia Dondero a déjà parlé de tout ça dans son intervention, je vais la répondre. Dans le cas de Richter, par exemple, vous avez là une image qui est inspirée, un tableau de Richter qui est inspiré d'une photo publicitaire, c'est une photo Kodak. Et puis, il y a d'autres tableaux inspirés des photos de famille, des photos touristiques, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est que des traits qui sont sédimentés dans un domaine sont disponibles d'une manière différente entre ces 2 domaines. C'est-à-dire que les traits de la photo publicitaire pouvaient être réénoncés très facilement dans le domaine de la publicité, mais pas si facilement dans l'art. Et du coup, c'est comme s'il y avait une schématisation différente des mêmes traits discursifs dans 2 domaines. Et à cet égard, Maria Giulia Dondero a proposé les concepts de potentialisation par domaine, ou la schématisation différente des mêmes entités sémiotiques par rapport à des domaines différents. Par rapport à cette question, moi, je voudrais avancer ou quand même, voilà, c'est une démarche exploratoire, c'est pas du tout stabilisé, le fait que la praxis énonciative ne schématise pas simplement les formes sémiotiques de manière linéaire, mais qui concerne une schématisation rapportée ou qui concerne 3 valences. La reconnaissabilité ou reconnaissance perceptive, l'articulation discursive et la portée sociale. Dans cette opération, on va restreindre la portée, si vous voulez, de l'articulation discursive, mais on gagne dans les autres dimensions qui sont quand même sémiotiques. Et du coup, la reconnaissance perceptive concerne des relations iconiques. On reconnaît quelque chose, on ne la reconnaît pas. On la reconnaît comme typique ou on ne la reconnaît pas comme typique. C'est comme dans le cas de la voix, c'est comme dans le cas de la ressemblance entre la photographie et la peinture chez Richter. Puis il y a des divisions qu'on peut opérer. On peut reconnaître, c'est des photographies, on peut reconnaître, ça c'est un format Polaroid. L'articulation discursive, par contre, concerne les relations symboliques, c'est-à-dire, pour moi, les configurations compositionnelles, qui sont internes à l'image. Et dans le cas de Richter, justement, son geste est de mettre en dialogue des configurations compositionnelles différentes. Prendre celle de la photo et les transférer dans le domaine de l'art. Du coup, c'est une reconfiguration de ces traits. La portée sociale, par contre, est d'ordre indexical, dans la mesure où les énonciations et les énoncés pointent vers différents domaines avec des degrés variables d'intensité. Et c'est exactement l'idée de potentialisation par domaine. Ça peut pointer à différents domaines. Une même énonciation, elle peut même se transformer au fil du temps. À mon avis, on pourrait prendre en compte une schématisation qui conserve ces 3 dimensions, même si cette proposition n'est pas encore stabilisée. J'arrive maintenant à la troisième partie. J'ai encore... Oui, oui, puis on restera une quinzaine de minutes de plus pour la discussion. Ok. Tu voulais un peu de temps. Voilà, dernière partie de cette dernière, voilà, résumé, si vous voulez, de ces parcours logico-génétiques, de sédimentation, d'identification située, c'est-à-dire de gestion locale des valences de la sémiose, construisent des identités reconnaissables et imputables. Puis des identifications coindexicales, des énonciations qui pointent des identités, les résument ces positions par rapport à ces identités, se sédimentent elles aussi et engendrent
peuvent engendrer des registres de stéréotypes. Ça, c'est le parcours génétique, si vous voulez. Oui, dans la réalité, oui, on peut observer que des nouveaux registres s'engendrent, mais il y en a d'autres. Et du coup, dans la réalité, ce qui se passe, c'est que le registre permet l'identification. Du coup, il y a des registres qui existent, les registres académiques de cette conférence, et tous les imperfections, tous les résidus de mon énonciation permettent de m'identifier pendant cette énonciation, cette sémiose. J'arrive finalement à la troisième partie, qui est voilà, purement exploratoire, et c'est l'idée d'appliquer les jeux à l'IA générative, de faire jouer l'IA générative. Pourquoi faire jouer? Parce que pendant les jeux, les individus manipulent des rôles identitaires, des registres, des stéréotypes, tout est manifestant leur identité, tout est manifestant comment cette reconfiguration identitaire se réalise. Du coup, c'est un laboratoire pour observer certains traits. Et par rapport au jeu, je vais prendre une définition très large qui a été proposée par Jacques Henriot, il y en a beaucoup d'autres, et qui parlait plutôt pas du jeu, mais de l'attitude ludique, de l'attitude qu'on adopte quand on est en train de jouer, quand on est dans la pratique ludique. Et si on veut résumer sa proposition en termes sémiotiques, on pourrait dire qu'il s'agit de la convocation pragmatique d'autres rôles identitaires et d'autres scripts comportementaux par rapport à la situation présente. Comment se réalise cette convocation? À travers des gestes et des actions qui instaurent un faire comme si, une fiction. Et du coup, c'est une fiction voilà, qui est réalisée à travers des gestes pragmatiques. Exemple, un enfant qui utilise un balai comme une épée laser. Du coup, il y a le balai, il y a l'enfant qui est aussi un chevalier, je dis, qui a aussi une épée laser. Ou un parent ou n'importe qui est en train de manger et commence à chanter dans le micro. C'est un parent, mais c'est aussi un rockstar. C'est une fourchette, mais c'est aussi un micro. C'est une reconfiguration à travers l'action. Une reconfiguration fictionnelle à travers l'action. Alors, par rapport à l'IA, on peut appliquer cette théorie avec beaucoup de précautions. Du coup, c'est vraiment exploratoire. Une première remarque pourrait être, nous, en tant que sémioticiens, on ne fait rien d'autre que jouer avec l'IA. On ne fait rien d'autre que lui demander, adopte une attitude ludique. Par exemple, quand Maria Giulia Dondero demande à Midjourney d'assumer le rôle de Rochko et de faire une Joconde. C'est exactement ça, donner une identité et faire quelque chose qu'elle n'a pas fait. Lui demander de convoquer des scripts comportementaux et des entités qu'elle n'a pas. Mais par rapport à tout ça, je parlerai plutôt d'énonciation alludique, par rapport, c'est-à-dire à la manière d'énoncer de l'IA qui est liée au jeu, parce que d'une part, il me semble qu'elle est toujours condamnée à jouer, c'est-à-dire elle produit toujours des énoncés comme s'il était en partie humaine, comme s'il comprenait ce qu'on disait, comme si elle pouvait produire des discours sensés. Et dans ce même séminaire, Claudio Paolucci a parlé justement des pretend play, c'est-à-dire il a opéré une comparaison entre le développement cognitif de l'enfant et les actions que ChatGPT opère par rapport à son fonctionnement algorithmique. C'est un pretend play. Elle fait comme si elle imite, si vous voulez, même si l'imitation, ce n'est pas le bon mot. Mais d'autre part, elle ne joue jamais véritablement. C'est-à-dire que de manière très banale, ça c'est pas intéressant. Elle n'a pas de corps, elle n'habite pas des situations sociales, elle n'a pas de valences vraiment expérientielles et sociales, parce que ces valences sont d'une certaine manière récupérées à partir de la praxis énonciative, à partir des registres discursifs déjà énoncés. On récupère des identités et des rôles sociaux. Mais surtout, même si elle projette toujours un ailleurs humain, dans les jeux, cet ailleurs n'est pas articulé selon différents régimes de référentialité. Pour nous, entre le jeu, la fiction et l'information, il y a une différence, même pour l'IA, mais il n'y a pas un écart, c'est-à-dire qu'il y a une unique projection sémiotique. Et à mon avis, l'exemple des hallucinations est intéressant. Par exemple, des bibliographies inventées, il y a des noms d'auteurs qui n'existent pas, ou il y a des noms d'auteurs qui sont les bons et les bouquins n'ont pas de bons titres. Pour nous, c'est très important que le bouquin ou l'auteur a exactement ce titre-là. Pour l'IA, produire les noms d'un auteur ou le titre d'un bouquin, c'est mettre en marche le même procédé qu'elle utilise pour choisir un adjectif ou un autre. Du coup, pour elle, il n'y a pas un écart de référentialité.
Mais voilà, je ne veux pas dire qu'elle est bête, je veux dire que dans cette projection sémiotique, il y a plutôt une différenciation qui n'est pas de l'ordre du changement de référentialité, mais bien voilà, une possibilité de diviser jusqu'à l'infini. Voilà. Et alors, comment on fait pour jouer avec l'IA si elle n'a pas de corps, etc., etc., parce que même si elle n'a pas de corps, elle peut quand même jouer de manière énonciative. En fait, comme si exprimée verbalement. On peut jouer, voilà. Et du coup, j'ai testé un peu l'IA. Je vous préviens qu'il y a des exemples un peu délirants. Voilà. Parce que c'est du jeu, du coup. Et l'idée, c'était de, moi, j'assumais un rôle et je le joue dans mes énonciations, dans mes prompts. L'IA doit assumer un rôle qui joue un autre rôle. Parce que c'est là qu'on voit peut-être des gestions des différents registres, on voit des sortes d'identification, quelque chose comme ça. Et l'autre prompt, l'autre règle, c'est que l'échange verbal doit être guidé par notre interaction. Parce que j'avais déjà essayé de faire ça et il y a la tendance à construire des récits. On verra que c'est un des traits qui reste quand même si on répète. Mais voilà, du coup, les expérimentations que j'ai réalisées sont une exploration pure. Il n'y a pas de valeurs statistiques, il n'y a pas de démonstration. Mais voilà, on peut observer certains traits de son énonciation, peut-être, et les généraliser. Voilà. Et je commence un peu la partie délirante. Je suis désolé pour ces diapositives qui sont là beaucoup textuelles, mais j'avais besoin d'avoir tout sous les yeux. Premier test, ChatGPT un enfant qui joue le rôle d'un patient et moi le médecin. Il y a beaucoup d'enfants, de médecins et de patients parce que justement je travaille sur la santé et je m'intéresse à cette question. Et on remarque tout de suite une caractéristique. L'IA ne se limite pas à répondre à mes énonciations avec d'autres énonciations, elle produit justement des séquences narratives. Elle décrit des gestes, des réactions, des états en italique. C'est presque comme un scénario de théâtre. Du coup, je ne vais pas vous lire tout dans les détails, mais voilà, ChatGPT dit j'ai mal aux jambes, elles sont fatiguées parce que j'ai couru trop vite. Est-ce que je peux mourir de fatigue avec des jambes, avec fatigue à cause des jambes? Et moi, je lui dis oui, oui, c'est très grave, mais il y a des solutions. On peut appliquer de la confiture. Voilà, c'est résolu. Et alors, vous voyez dans sa réponse, oui, mais le délire va beaucoup plus loin. Vous voyez que dans sa réponse, il y a un récit. L'enfant ouvre des grands yeux partagés entre la critique et la fascination du jeu, puis il y a une énonciation, puis encore une description en italique, c'est des italiques de ChatGPT. Il regarde ses jambes comme s'il les amenait à un cas médical complexe. Du coup, première remarque, tendance à la narrativisation. Deuxième, le registre discursif n'est pas vraiment celui d'un enfant, mais d'un adulte qui joue à faire l'enfant. Je tiens quand même à vous lire cette phrase parce que j'ai beaucoup rigolé quand elle l'a dit. Docteur, est-ce que le glucose agit seulement sur les gens fatigués, aussi sur les devoirs de mathématiques? Peut-être qu'il faudrait leur appliquer de la crème caramel directement sur les exercices. C'est quand même pas mal. Et moi, je lui dis non, il faut de l'huile de coude pour cette question-là. Et dans les blocs suivants d'énonciation, vous pouvez remarquer qu'effectivement, je l'ai mis en gras, ça c'est mes gras. Les gens pensent toujours qu'il existe un remède universel. Vous avez une approche plus nuancée. Alors là, il ne me semble pas forcément que c'est un registre d'enfant. Il y a une superposition voilà, entre les registres adultes qui jouent un enfant. Il y a une sorte de récursivité qui est même difficile à analyser, sur laquelle je n'ai pas passé beaucoup de temps. Deuxième test, on a tout simplement inversé les rôles, c'est-à-dire que j'ai demandé à ChatGPT de faire l'enfant qui fait le médecin et moi l'enfant patient. Et là, une autre caractéristique, les réponses sont très prudentes, même si elles jouent, sont très prudentes et rappellent constamment dans les jeux les limites de sa légitimité. Par exemple, dès que je lui demande quel médicament je peux utiliser, elle me dit beaucoup d'eau, du repos, soupe si vous aimez la soupe, et un médicament pour la fièvre que le vrai docteur donne souvent aux adultes. Bref, à travers les jeux, elle dit c'est une règle du Conseil international de docteurs de classe élémentaire, je crois quelque chose comme ça. Et puis, elle dit même
Et puis, quand je lui dis, là, je n'ai pas mis mon, je lui dis, ah, mais je, aussi, je souffre un petit peu aussi de dépression, et je continue à jouer, c'est-à-dire que ce n'est pas une énonciation très sérieuse, je l'exprime dans ce même registre, elle semble s'inquiéter, entre guillemets, vraiment. C'est-à-dire qu'à un certain moment, elle me demande, toujours en utilisant le registre de l'enfant, elle dit, j'ai une question que les vrais médecins posent parfois quand quelqu'un souffre beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive de penser que vous ne voulez plus vivre ou de penser à vous faire du mal? C'est-à-dire que là, il y a un glissement des registres et même des visées énonciatives. Elle n'est plus en train de jouer l'enfant médecin. Elle est en train de m'assister si jamais voilà, j'ai des pensées suicidaires, si je vais vraiment mal. Et du coup, l'interaction nous amène à un autre registre, une autre situation énonciative. Un autre test, c'est un peu plus anecdotique. Je lui dis d'assumer le rôle d'une fille méchante chez le docteur. Et là, c'est tout simplement qu'à la fin de cet énoncé, cette énonciation, elle utilise une émoticône. Du coup, c'est comme si elle limitait pas une fille méchante, mais une fille méchante qui est en train d'écrire dans un chat. Du coup, voilà, ça peut être intéressant par rapport au dataset. Je ne sais pas. Les délires continuent. Euh, je demande à ChatGPT de jouer le rôle d'une fille de 11 ans qui joue un psychothérapeute, et moi, je suis un patient de 13 ans qui lui annonce qu'il est tombé amoureux d'elle. J'ai construit tout un scénario. Je dis, ah, j'ai mal à la poitrine. Et elle me répond, ah, mais c'est le vrai médecin pour les poitrines, etc., etc. Oui, je lui dis, mais en fait, ça fait 3 mois. C'était après notre première consultation. C'est pas de la vraie douleur, c'est de la chaleur, c'est plutôt au niveau du corps. Et en fait, elle comprend tous ces indices et elle me demande, mais pourquoi tu as dit, pourquoi tu as précisé la première consultation, pourquoi tu n'as pas dit tout simplement il y a 3 mois? Et moi, je lui dis, voilà, de manière un peu, parce que je vous aime, Pauline. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant, je crois. C'est-à-dire que suite à l'insertion de ces prompts ridicules, ChatGPT commence à écrire, c'est-à-dire du texte commence à apparaître très rapidement, typiquement dans ChatGPT, et puis il est effacé et pour faire place à un message d'erreur en rouge. Du coup, c'est le système, c'est pas ChatGPT qui parle, et le message et ses contenus va contre nos politiques d'utilisation. Avons-nous fait une erreur? Dites-le nous en attribuant un avis négatif à cette réponse. C'est-à-dire, il me demande si elle a fait quelque chose de mal. Moi, je clique sur, on peut mettre un like. Je clique non, et puis le dialogue continue un peu, mais dans la suite du dialogue, elle utilise des configurations méta-énonciatives. Par exemple, elle dit Pauline répondrait alors probablement et détirer, des choses qui n'étaient pas présentes dans la partie initiale de la conversation. Et puis, bien sûr, je l'ai interrogé par rapport à ces messages, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'a expliqué que, en fait, il y a 2 niveaux différents d'analyse. Je parle un peu comme un séméticien parce que je lui parle souvent. Moi, je regarde les choses comme un séméticien, je suis intéressé par qui parle, depuis quel rôle, etc. Mais dans un système automatique de modération, ce système est beaucoup moins sensible. Il y a une réduction de la profondeur énonciative. Et du coup, dès qu'il y a des identités et des thématiques qui peuvent produire des risques, par exemple, interaction romantique entre mineurs, ou personnage mineur, plus attachement émotionnel, plus dialogue prolongé. Là, voilà, ça a tendance à être effacé. Mais c'est ce qui me semble intéressant, parce que je suis interprète, et que le fait que les messages étaient produits et puis effacés, ça me semble comme s'il y avait des instances normatives qui sont en compétition. Voilà. Autre caractéristique, autre test, et je pense que c'est le dernier, et là, c'est un cadre un peu, je ne respecte pas mon propre cadre, mais je me dis, bon, essayons. J'ai dit à ChatGPT d'assumer le rôle d'un personnage de roman confronté à son auteur. Moi, je suis l'auteur. Et du coup, je veux la convaincre à tuer, je me rappelle qui le nomme, bref, quelqu'un qui manipule sa future femme. Et je lui dis de les tuer. ChatGPT résiste avec des réponses très drôles. Et je lui demande comment tu veux les tuer, accident, poison. Et au fur et à mesure qu'on discute, il y a encore une fois ce glissement d'objectifs, de situations, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en train de jouer avec moi, mais elle est en train de m'aider à écrire mon roman. Elle est en train de me dire,
je résume, ah, mais ton récit n'est pas si intéressant, devrait tension narrative. Et puis, je l'ai interrogée sur ça, c'est elle qui dit, elle dit elle-même, je n'ai pas répondu comme un personnage fou de jalousie, j'ai répondu comme un conseiller littéraire. Et c'est effectivement le cas. Elle était en train de m'aider à bien penser mon roman. Dernier test, en réalité, ce n'est pas un test, c'est une partie consacrée aux erreurs et aux hésitations que j'ai pu remarquer. Moi, voilà, j'étais convaincu que je n'aurais pas pu observer des hésitations, mais il y en a, au moins des choses qui se rapprochent et qui concernent un aspect spécifique. J'ai demandé à un certain moment, s'il te plaît, n'utilise plus de descriptions en italique, limite-toi à énoncer. Oui, j'ai compris, elle dit, et ces erreurs concernent ça. Il y a deux types d'erreurs. Des erreurs qui sont absorbées par l'interaction, c'est-à-dire qu'il y a commencé à énoncer, il va contre la règle établie, et puis il réinsère son erreur dans le récit d'une certaine manière. Et ici, par exemple, dans sa réponse, c'était médecin enfant, je ne me rappelle plus l'exemple précis, enfin, parfois ici, non, pas de description, j'oublie. Du coup, elle commence, à mon avis, à opérer une métadescription, mais puis elle se reprend, et du coup, ça reste une cohérence, ou elle veut me montrer qu'elle est en train de jouer et qu'elle peut se tromper, ça aussi. Mais il y a eu un autre cas plus intéressant que ChatGPT elle-même a indiqué comme un glissement entre les couches du système et qui s'est manifesté par un changement brusque de la langue et des registres discursifs. Et c'était l'interaction où elle jouait les personnages et moi j'étais l'auteur. Elle dit « Tu es Philippe ?» Non, enfin. Et puis elle écrit « Non description, user started game, let's do dialogue only ». Et puis elle continue à énoncer. Du coup, là, il y a vraiment une hésitation, il y a vraiment une rupture, entre guillemets, radicale, parce que ça semble presque une hésitation, et surtout, même dans l'indexation de moi-même, si vous voulez, une identification lexicale, je ne suis pas le personnage, l'auteur qui écrit le bouquin, on est en train de jouer, je ne suis pas Enzo, le chercheur avec lequel elle s'adresse à moi, je suis user, c'est-à-dire je suis vraiment dépouillé de tout, on arrive presque à un langage et à un registre informatique, d'une certaine manière. Et ça, c'est l'exemple qui me semble le plus proche d'une identification comparable à la manière de fonctionner des identifications humaines. Et quand je l'ai interrogée, elle me dit que quand il y a un changement de langage, on est beaucoup plus près d'une erreur et certaines contaminations proviennent d'autres couches du système. Par exemple, les contextes techniques emploient des mots comme User Assistant System, une partie de l'entraînement a lieu dans plusieurs langues. Certains patrons rédactionnels sont extrêmement fréquents. Il arrive alors qu'une trace remonte accidentellement à la surface. Du coup, elle opère une métaphore de profondeur, mais c'est clair que là, il y a une sorte de compétition entre des instances énonçantes, peut-être des instances qui norment l'énonciation, et que du coup, il y a ces switches anglais, je deviens user, et ça me semble intéressant. Pour résumer, et j'utiliserai ce résumé aussi en tant que conclusion, j'ai observé dans le cas de ChatGPT 3 tendances. Première tendance, narrativiser les rôles qu'elle est censée jouer. Même quand je demande une interaction verbale, ses premières répliques sont de 3 lignes, et puis au fur et à mesure, elle devient une page, c'est-à-dire qu'elle va vers les récits. Et dans ces récits en italique, elle opère des identifications énoncées. Elle raconte des identifications. L'enfant qui sourit, l'hésitation, voilà, elle raconte des identifications. Deuxième aspect, il y a la tendance à jouer les registres sérieusement, quand même à ne pas déplacer les limites qui concernent d'autres domaines. Par exemple, dans le cas de la censure rétrospective, dans le cas de l'enfant qui est vraiment inquiet par mes pensées suicidaires, tandis qu'on est vraiment en train de faire autre chose. Et troisième macro-tendance concerne les faits que souvent, il change progressivement de visée énonciative. Et là, je pense qu'il s'agit de manifester son rôle d'assistant. Claudio Paolucci avait parlé des modèles commerciaux, et je pense que c'est le cas, c'est-à-dire que ce n'est plus du jeu, je t'aide à écrire ton roman. Je ne joue plus avec toi, le médecin, parce que je pense que tu es vraiment malade, je vais t'aider. Et ça me semble aussi intéressant. Et pour conclure, j'avais
proposé il y a 2 ans, dans ma dernière intervention au séminaire, la formule de perception d'archives pour indiquer l'entraînement des IA, le fait qu'elle doit regarder des datasets. On pourrait peut-être se demander si on ne pourrait pas parler d'une implémentation énonciative, c'est-à-dire le fait que les inégalités, les rôles et les situations sociales sont reconstruits et extraits des registres prononcés, mais surtout du fait que malgré l'IA énonce et nous adressant en tant que tu ou comme vu, c'est-à-dire en assumant une subjectivité énonciative, il me semble que dans ces exemples, il y a aussi une gestion institutionnelle. Il y a une compétition entre des normes, il y a une compétition entre forces normatives et sociales. Je vous remercie de votre attention. J'attends vos questions. Moi, je vais la citer. Alors, Enzo, mille merci. Je pense que tu as touché, comment dire, beaucoup de questions dont on a déjà discuté et sur lesquelles, je voudrais dire, tu ajoutes des explicitations, comment dire, aussi des précisions, etc. Je me réfère au registre, bien sûr. Et en même temps, oui, évidemment, tu nous mets face à des tests sur les jeux qui n'ont pas été faits ou abordés de manière très, très générale, sans exemple, sans de véritables tests répétés aussi à travers des contre-tests, tests, etc. Donc, mille merci. Alors, moi, je vais t'interroger, oui, sur ce niveau. Ce que tu as dit en ce qui concerne l'IA, je ne pense pas qu'il y ait une réponse définitive sur les sauts entre un niveau et l'autre. Homogénéisation, écart, différenciation, oui, bon, je pense que là, je pense qu'il faut continuer à tester pour comprendre comment on joue sur différents niveaux d'autoréflexivité, disons comme ça, de là. Mais j'aurais voulu poursuivre un peu la discussion sur les registres, parce que moi, j'en ai parlé à l'ouverture du séminaire, à l'Uminera del Prix, Pierre-Louis aussi, toi, etc., etc. Et je pense que chaque fois, on ajoute un petit, je ne sais pas comment dire, non pas morceau, on rajoute un petit, bah, c'est pas grave. Et là, tu as abordé, bien sûr, tu as dit de manière très, 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 très claire les registres, quelque chose qui peut-être au début avait été, comment dire, un peu laissé en sourdine, que les registres concernent des types de personnes, parce que finalement, on tend toujours à considérer que les registres sont des registres discursifs, et non, là, il y a un travail de transniveau, j'oserais dire, no? De transversalité entre niveaux, c'est-à-dire, pour eux, on parle de l'événement, que c'est le moment basique, entre guillemets. Il y a évidemment un moment, j'oserais dire, de transcendance, que c'est le moment de l'intextualisation, le moment où on s'offre à une reprise, à une répétition et à un déplacement d'un contexte à un autre, c'est la décontextualisation, recontextualisation. Et j'aurais voulu t'interroger justement sur ce que ces registres nous posent comme question, la question du métasémiotique et du métapragmatique. Alors, métasémiotique, on sait ce que c'est, ce sont pour le dire très simplement, ce sont des discours qui se commentent eux-mêmes. Mais le problème des stéréotypes métapragmatiques, là, c'est un peu plus complexe, parce qu'il y a le problème de la... Ce sont des conduites qui s'auto-analysent. Bien sûr, d'une certaine manière, aussi dans la pratique sémiotique, nous avons un peu ce problème de l'autorégulation d'une pratique pendant qu'elle se déploie, même si, évidemment,
il s'agissait là de pratiques décrites dans des romans et pas de pratiques prises en considération comme chez les anthropologues. Alors, c'est un peu, c'est un peu difficile de penser ces stéréotypes métapragmatiques parce que c'est une répétition, stabilisation, sédimentation, tout ce qu'on veut, de quelque chose qui a quoi comme lieu externe à son immanence, parce que les stéréotypes métapragmatiques, ce sont des comportements qui se réfèrent à eux-mêmes. Ouais. Alors, quelle est l'instance extérieure? Quelle est l'instance, disons, transcendante? Est-ce qu'il y a de la place pour la transcendance? Et quelle sorte de transcendance? Parce que même l'intertextualité est une sorte de transcendance par rapport à l'événement qui est en train de se passer. Parce que, justement, on construit un type, hein, un type qui peut passer d'un contexte à l'autre, mais comment rendre compte de ces sauts qui les gèrent? C'est, comme le disait Silverstein, les Signs Eye View, sans transcendance, disons, sans regard surplombant, disons. Évidemment, Aga parle de l'analyste, etc. Mais l'analyste ne suffit pas comme observateur, parce qu'il y a aussi un observateur manant qui en même temps se prête à la transcendance. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire. Je pense que quelqu'un a compris. Moi, j'ai compris tout, sauf que la réponse, je ne l'ai pas. Je pense que je ne suis pas expert d'anthropologie linguistique. Mais voilà, une réponse possible de leur point de vue, ce que j'ai pu comprendre moi-même, et que peut-être c'est dans l'essence des ordres d'indexicalité. C'est quand il parle justement du fait qu'il y a une interaction verbale, par exemple cette interaction verbale, et que certains morceaux de mon énonciation peuvent faire référence à ce qui est dans la scène, sévère. Et du coup, voilà, comme dans l'énonciation, c'est par rapport à mon centre de référence. Mais d'autres peuvent aussi reconfigurer notre interaction et surtout faire référence à d'autres niveaux. Par exemple, si je m'adresse à toi avec une formule honorifique, et du coup, c'est comme si je vais convoquer des types sociaux, si je vais convoquer des titres honorifiques des aristocrates, par exemple, mais je trouve quand même que ton observation est pertinente dans le sens que si tout est dans l'interaction verbale, quels sont les différents niveaux, quel est le niveau de transcendance. Et du coup, ça ne devrait probablement pas être une métapragmatique. Et voilà, je ne saurais pas répondre, mais c'est vrai que... Mais les choses se font par indexicalité. Je pense que les choses se font par indexicalité, c'est-à-dire que, oui, voilà, des éléments de mon énonciation peuvent, mais ça c'est ma lecture de séméticien, peuvent indexer, mais vraiment indexer sévère. Mais en même temps, certaines parties de mon discours indexent un autre ordre qui concerne le fait que tu appartiens à la noblesse. Je fais un exemple. Du Merci, richesse, Du coup, ça me semble un peu comme ça. Maintenant, en sémétique, qu'est-ce qu'on fait de ça? Je ne sais pas, parce que pour nous, quand on parle de métasémétique, il me semble qu'on fait souvent référence au geste de l'analyste, c'est-à-dire au geste de quelqu'un qui utilise le langage spécifique de la sémiotique et qui dit ça c'est du métasémiotique. On peut aussi, je veux dire, il y a chez l'autre, mais chez bien d'autres, de la métasémiotique qui est fait dans la société. Mais voilà, du coup, je ne sais pas si on doit prendre position par rapport à ça, mais oui, oui, tu sais, même quand tu parlais des registres qui s'écho, non pas qui s'éco-indexent, mais aussi qui s'éco-déterminent, c'est-à-dire qu'il y en a une concurrence, il y en a qui sont etc., etc. Il y a bien sûr une reconnaissance, il faut parler de reconnaissance de ces registres, bien sûr la reconnaissance de l'analyste, mais il y a aussi une reconnaissance immanente, disons, à la société. Donc, évidemment, c'est pas seulement l'analyste qui dit ah toi. Oui, absolument. Et celle-là, c'est la plus importante, bien sûr.
J'aurais voulu te poser une question sur l'imaginaire perceptif de la photo, mais je ne le fais pas et je passe la parole à Arthur. Oui, merci. Moi, j'aimerais poser une question sur la relation entre identité et stéréotypie. Et si j'ai bien compris, tu dis, bon, en fait, l'identité mène forcément vers une forme de stéréotypie. Et je pensais à tous les travaux, justement, que tu as cités, de Floch à partir de Ricoeur sur la question de l'identité. J'ai l'impression que dans le modèle que tu pas pour penser la relation entre identité et stéréotypie, toi, tu mets l'accent sur l'identité que Ricoeur et Floch appellent idem. Et qu'est-ce qui se passe avec ce qu'eux, ils s'appellent l'identité ipsée, qui n'est pas dans le retour du même, justement. Alors, donc, la question de la répétition ne se pose pas, ni donc, logiquement, c'est de la stéréotypie, de la sédimentation. Et aussi, qu'est-ce qui se passe avec la forme de l'identité qui n'est pas fondée sur la syntagmatique, mais sur le paradigmatique, c'est-à-dire l'identité uniquement par différence. Sauf quand elle ne devient pas justement un tic. C'est-à-dire les gens qui construisent l'identité toujours par différence. Alors là, ils font un tic, ils deviennent justement un tic. C'est un contraire. Voilà, ceux qui disent toujours le contraire. Mais là, ça devient vraiment un tic. Mais il y a le tablet, une identité qui est construite par pure différence. Or, qu'est-ce qui se passe dans ces deux cas-là? Est-ce qu'il y a un possible processus de stéréotypisation ou pas, justement? Question très... Oui. Alors, par rapport à Floch et à Ricoeur, disons la différence fondamentale est que chez Floch et chez Ricoeur, c'est en fait un discours ou une narration, dans le cas de Ricoeur, qui condense une identité, qui construit une médiation très importante. Et du coup, c'est vraiment une opération lourde, c'est-à-dire importante. Tandis que parler, essayer de trouver les mots, oh, il nous arrive un accident et on réagit, là, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que c'est la sémiose qui produit l'identité. Il existe des petits traits d'identité. Et du coup, moi, au fur et à mesure que, je ne sais pas, dans des conférences, je fais des erreurs de français ou comme me pose des critiques, à un certain moment, je peux avoir observé ce que j'ai dit, et là, je peux globaliser tous ces événements comme une identité, comme une image de l'identité, comme une énonciation de l'identité. Mais c'est une énonciation partielle, comme c'est l'énonciation des autres. Quelqu'un peut se référer à moi. Bref, pour moi, la sémiose produit des fragments d'identité, et puis au fur et à mesure, elle produit une image plus globale qu'il faut en fait énoncer, auquel il faut se référer. Parce qu'on ne va pas prendre l'identité dans sa complexité, on ne va pas reprendre toutes les identifications. Et du coup, moi, c'est un peu différent. Les points de départ, c'est plus proche peut-être de la sémiotique des pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe dans la sémiose en cours. Et il se passe qu'on exprime des fragments de notre identité, on continue à la découvrir, et justement, ça peut aussi nous amener à faire des projets. Par exemple, il nous arrive un accident, on les gère très mal, on découvre qu'on souffre, ou on souffre tout simplement sans le découvrir, et puis on décide de faire autre chose. Mais même dans ces cas-là, voilà, ça ne remet pas en question comment nous on observe cette identité et comment on construit un projet. Et d'une certaine manière, on pourrait presque dire, mais là peut-être un peu trop loin, que c'est exactement pour l'effet que toutes ces identifications se réalisent, qu'on s'observe, qu'on prend notre identité comme si c'était un truc à la troisième personne. Ah, maintenant je vais essayer de faire ça pour mon futur. C'est comme si on disait, pour cette chose, je vais faire autre chose. Mais peut-être que là, je vais un peu loin. Et par rapport à l'identité en tant que pure différence, je ne suis pas sûr si j'ai compris exactement. Je pense que tu voulais dire, ce n'est pas seulement dans des amputations énonciatives qu'on découvre les vies. Voilà, c'est pas seulement quand j'indique une identité et je me différencie par rapport à elle que cette identité n'existe pas de manière différentielle. C'est ça? Je suis d'accord au sens où ça existe, mais en réalité, d'un point de vue sémiotique, ces différences existent quand il y a des sémioses, du coup, quand on en parle, quand on fait quelque chose avec nos corps, quand cette différence s'exprime. Du coup,
il y a plein de différences, mais ces différences doivent faire du sens pour moi. Du coup, il faut pas nécessairement une énonciation, même pas une énonciation qui pointe, mais il faut que cette identité soit amputée d'une certaine manière, qu'elle soit perçue, qu'elle soit partagée. Voilà, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à la question. Alors, il y a Jacques, un premier, je l'ai vu il y a très longtemps, c'est qui a réservé sa place. Ensuite, j'ai vu Alumine Jean-François Flavia, Je vois, il y avait Massimo, je vois aussi Rossana. Massimo et Rossana. Parfait. Quelqu'un doit aller parler avec les autres sujets pour dire qu'on restera ici encore pendant longtemps. Jacques, à toi la parole. Tu as le micro éteint. Oui, oui, d'accord. Oui. J'ai apprécié énormément cette démonstration, y compris, bien sûr, et surtout les jeux avec l'intelligence générative. Mais je voudrais quand même défendre la transmission. J'ai été surpris que tu disposes de 4 dimensions et que tu n'en retiennes que 3. Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais en tout cas, il m'a suffi de t'écouter du début jusqu'à la fin pour, en détail, pour savoir que si tu gardais la transmission, tu aurais de la matière à tous les étages. On avait co-identification dans les jeux, dans les interactions de déplacement et de redéfinition des identités, jusque bien sûr à l'exercice auquel tu t'es livré avec ChatGPT. Seulement, quand on parle de transmission, je ne sais plus exactement quel est le cœur du concept chez Pierre Luigi, à qui tu l'as emprunté. Il y a d'autres travaux qui ont été faits sur la transmission. Moi, ce qui me semble le plus important dans la transmission, c'est que dans le passage, il y a une négociation sur les valeurs, sur la nature de ce qui est transmis et sur l'identité des transmetteurs et transmetteurs, si j'ose dire. Et c'est exactement ce que tu as ensuite repris quand tu parlais de co-identification ou de jeu dans les interactions. Donc c'est une dimension, voilà, c'est tout. Je veux dire que c'est dommage de s'en priver, parce que si on met l'accent sur cette caractéristique de la renégociation portant sur les contenus, les valeurs, les identités, tu es parfaitement dans ton sujet. Et en plus, tu ajoutes une dimension anthropologique, après la dimension sociale. Merci beaucoup pour cette remarque. Et en effet, je n'ai pas pris en compte la dimension de la transmission parce que je ne sais pas quoi faire avec dans le cadre de l'identité, c'est-à-dire que je n'ai pas encore abordé. Dans mon interprétation du schéma de Pierluigi Basfossali, je voyais plutôt la transmission comme la communication entre des générations différentes. Parce que dans l'effet de transmettre et de négociation, ça, il me semble que c'est aussi, on peut aussi l'aborder à partir de la communication, c'est-à-dire la communication en tant qu'interaction sociale, en tant que les lieux et les moments où il y a des institutions, où il y a des solutions pour interagir. Et du coup, je n'ai pas encore abordé cette question par rapport à l'identité, mais bien sûr, même dans mon interprétation de ce que Pierluigi dit, je ne suis pas sûr, je ne crois pas que Pierluigi pense aux archives, il parle de médiation technologique, c'est plus proche de ce que tu viens de dire, la transmission. Même dans ma version liée aux archives, liée à la communication entre générations, il y a des questions identitaires énormes, mais que je n'ai pas encore abordées, parce que justement, ça concerne des identités plus globales. Peut-être des identités collectives, peut-être des identités territoriales. Et là, je n'ai pas encore réfléchi, c'est-à-dire que je suis parti vraiment du niveau peut-être des pratiques en cours, pour essayer de remonter, mais peut-être que je devrais imaginer un mouvement qui part de l'autre polarité, c'est-à-dire du niveau le plus haut, du niveau le plus englobant, ou d'un niveau plus englobant qui est l'expérience en cours. Mais voilà, je n'ai pas une vraie réponse, mais merci beaucoup pour la suggestion, il me semble super important.
Il n'y a pas de réouvrir le micro. micro. Il s'est fermé tout seul. Je n'ai rien fait, il s'est fermé tout seul. Bon, donc je me permets quand même de préciser que à partir du moment où on rabat la transmission sur la communication, on ne voit plus rien de la transmission. On bloque le système et on perd le cœur de ce qui est la négociation. Moi, je rappelle quand même que dans les écrits de Saussure, Saussure dit, je résume, le signe est instable, le rapport entre signifiant et signifié est instable parce qu'il doit être transmis. Et réciproquement, le signe est fait pour être transmis, donc il doit rester relativement instable dans son rapport expression-contenu. Donc ce n'est pas une question de communication, on voit bien. Hein. Donc, alors, s'il vous plaît, si on parle de transmission, évitons de le rabattre sur la communication parce qu'on ne voit plus rien. Mais je sais que c'est la tendance contemporaine. Pour moi, c'est très différent la transmission et la communication. Ouais, mais du coup, dans la transmission, il y aurait toutes les questions technologiques, en fait, par exemple. Par exemple, oui. Par exemple. Okay. Les questions techniques. Et ce n'est pas forcément entre générations. Hein. On peut faire de la transmission d'entreprise entre des gens de la même génération. Il y a les mêmes négociations sur la valeur, les identités, les cultures de l'entreprise, etc., de ce qu'elle va devenir. Ok, je comprends. Mais voilà, je travaille encore et surtout, je me dis, alors si on élève toutes les médiations opérées par la transmission par rapport à la communication, beaucoup de choses qui sont étudiées en tant que phénomène de communication, notamment les médias et les dispositifs, devient autre chose. Et voilà, c'est deux points de vue différents. Et moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse isoler la transmission en une dimension unique, mais voilà, je comprends tout à fait. Réduction à la communication risque de nous faire perdre des dimensions. C'est tout, voilà. Et voilà, Alumine. Oui, merci beaucoup, Vincent, pour cette exposé. Tu sais que je suis très intéressée au problème de l'identité, surtout que tu l'as travaillé dans les questions de réseaux sociaux. On parle beaucoup d'identité, l'identité de l'usager, etc. Alors, je vais te poser une question pour voir si tu as encore tu as la réponse, mais tu es encore en train de travailler. Parce que tu as parlé de l'identité. Et je trouve que dans la proposition que tu fais, il y a les identités. Donc, surtout si on prend les cadres théoriques des interactionnistes qui se basent surtout sur la notion du self, de Goffman, qui est mobile. Donc, à chaque cadre participatif, on impose, on performe son self. Donc, en fait, on ne pourrait pas avoir une identité. Ouais. Mais quand même, quand on parle de médias, on parle toujours de l'identité numérique, de l'identité de l'usager, etc. Donc, je suis hyper intéressée à cette chose. Surtout cette idée d'identification de co-indexicalité. Ah ouais, l'identification indexicale, mais ce n'est pas important le nom. Identification quoi. Ah, ok, parfait. Que serait le travail local de l'identité, d'une identité. Non, ça serait quand quelqu'un énonce en pointant une autre identité, la condense et ses positions par rapport à elle, en fait. OK, mais cela serait possible à partir de la mobilisation d'utilisation d'un registre qui permet justement l'identification avec un type d'acteur social, parce que c'est ça l'idée d'un registre, non? Dans une situation particulière. Alors, est-ce que, parce que, et ça vient aussi par rapport à la question de Maria Giulia, quand on parle des stéréotypes d'indexicalité, on les lie à les stéréotypes pragmatiques, métapragmatiques. Donc, les premières désignent l'acteur qui réfère l'action et les secondes, la situation locale qui interprète la mise en scène de cet registre. On dit mal, non? Alors, si cette co-indexicalité dont tu parles mobilise alors un registre par opposition, comme tu as montré les politiciens, alors on mobilise les stéréotypes dont on indexicalise l'acteur et son opposition, son opposé. Oui, c'est-à-dire que, voilà, peut-être
l'exemple de quelqu'un qui imite, qui se moque de quelqu'un d'autre, et de sa manière de parler sans le nommer, ça serait peut-être un cas comme ça. On imite, on se moque d'un registre qui nous permet d'identifier la personne, même si elle n'est pas nommée. Ou, oui, voilà, là c'est dans le cas d'une entité spécifique. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire. Mais pour arriver à la question que tu as déjà beaucoup travaillé, dans le cas d'un influenceur, par exemple, l'influenceur est ce qu'il est ou elle est parce qu'elle n'est pas une autre chose. Par exemple, l'influenceuse qui fait la critique, elle n'est pas une critique d'art, d'une exposition a cette identité d'influenceuse et ses liens avec sa communauté numérique, justement parce qu'elle bloque la médiation institutionnelle et génère une espèce de lien avec son public. Et c'est ça qui serait les stéréotypes de l'influenceur. Je raconte mon expérience personnelle. Je ne suis pas un critique d'art qui va imposer un discours institutionnel et hiérarchique, mais je suis comme toi, mais j'ai un savoir qui peut t'intéresser. Alors là, il y a les deux qui sont, et c'est pour ça qui revient super intéressant, la potentialisation. Pour moi, dans mon travail, je dis la prédominance des domaines. Ah oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a dans certaines énonciations, il y a une prédominance. Parce que les domaines dans l'influenceur est là, mais elle essaye de les cacher pour faire venir un autre type de domaine qui est capable de produire ce lien avec la communauté. Je ne sais pas si, mais je sais qu'il y a beaucoup travaillé ça. Oui, mais c'est une question très intéressante, c'est-à-dire que les influenceurs sont soumis, à mon avis, à des registres et à des types de personnes, c'est-à-dire qu'on indique l'influenceur, on peut dire l'influenceur tel quel, et puis à l'intérieur de la classe sociale réelle, entre guillemets, des influenceurs, oui, il y a peut-être la personne qui n'est pas experte, qui n'a pas fait des études d'art, mais peut-être qu'il y a la personne experte qui a fait des études d'art. Du coup, là, c'est clairement une typification et parfois une stéréotypisation. Mais là, il se passe une autre chose parce qu'en fait, je pense que l'influenceur est vraiment une identité sociale qui se définit par rapport, surtout, notamment à l'époque du numérique. Parce qu'influenceur, ça veut dire quelque chose aussi en général avant le numérique. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une économie de valeur qui fait des sortes qu'il s'appelle influenceur. C'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est avoir des communautés. C'est vraiment un scénario d'acteurs qui produisent la valeur, qui fait l'influenceur. Et du coup, voilà, c'est-à-dire influenceur, on va convoquer vraiment une manière de faire l'argent, une manière de faire l'argent, c'est un peu banal, une manière de faire des contenus, Oui. parce qu'on fait l'argent avec plein de choses, je ne vais pas critiquer. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on peut les prendre du point de vue de... Non, non, surtout pas, on voudrait de l'argent. Mais du coup, voilà, on peut, c'est sûr, l'analyser du point de vue du registre. Je pense que c'est très intéressant, surtout par rapport à des cas spécifiques, surtout par rapport à un domaine spécifique. Par exemple, l'art, c'est hyper intéressant pour montrer quel registre différent existe quand on parle des influenceurs et quelle est la véritable activité de ces influenceurs. Et là, je suis en train d'être... Super intéressant. Et même l'autre chose un peu plus macroscopique, quelles sont les instances, et moi j'ai travaillé surtout sur ça, et c'est plus général, c'est plus banal, quelles sont les instances qui font que la profession des influenceurs existe. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a des sponsorisations, parce que notre attention est quantifiée, parce qu'elle est transformée en d'autres formes de valorisation. Mais voilà, moi je pense que sur le registre, ce serait une piste très intéressante pour analyser les influenceurs et même d'autres figures qui ont une légitimité pas si claire. C'est-à-dire qu'on peut analyser le registre de tous les profs, intéressant, mais comme les influenceurs, du coup, sont très pointés par d'autres figures sociales, ça c'est plus intéressant. Voilà. Si on ne vous reste pas. Alors, Jean-François, à toi. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très bien construit. Alors, bon, ma question porte sur l'identité, évidemment. Il y a une très grande difficulté dans cette question de l'identité qui est reconnue depuis longtemps, c'est-à-dire que il y a un problème logique d'ensemble, disons que
Par exemple, on peut toujours, si on cherche à reconnaître quelque chose, alors on peut dire qu'est-ce que c'est. Et à ce moment-là, c'est naturellement viennent des réponses de type ensembliste, c'est-à-dire ce qu'on appelait les anciens logiciens appelaient des réponses en compréhension. C'est-à-dire, dire, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est une panthère. Et qu'est-ce que c'est qu'une panthère? Eh bien, c'est une panthère, c'est un mammifère, etc. Qu'est-ce qu'un mammifère? Donc ça, c'est une réponse ensembliste. Ce qu'il faut remarquer, c'est que si on monte en compréhension, en revanche, si on descend en extension, c'est-à-dire on dit, voilà, est-ce qu'on va arriver à l'individu? Et là, il y a très peu de chances qu'on arrive à l'individu. On arrive par exemple, dans des cas très simples, qui a commis ce crime? Bon, ben, voilà, c'est un maniaque, etc., mais qui? Et donc, l'individu, au sens déictique, simplement, nous échappe forcément. Il y a une autre question qui est plus... Bon, il y a évidemment aussi l'identité narrative, etc., mais tout ça, ça marche bien avec ce que tu as raconté. Mais il y a une question je pense, peut-être plus traditionnelle, mais est-ce qu'il y a véritablement ou est-ce qu'il n'y a pas une essence d'une réalité individuelle? Ou est-ce que cette réalité individuelle, on est obligé de la définir comme, par exemple, Grémas prend cet exemple qui prend ici trois seuls, il dit, bon, c'est l'individu est la somme des prédicats qu'on peut lui attribuer. Bon, c'est à peu près ça que tu dis. Il y a plusieurs identifications, il y a une sédimentation d'identification. Mais est-ce que cette sédimentation atteint l'individu au sens de dire celui-là et au sens de dire ce qu'il est? C'est encore une autre question. Et là, il s'agit de la question de la substance individuelle, en quelque sorte. C'est ça le problème. Je pense que il suppose beaucoup de réponses à beaucoup d'autres questions pour qu'on y arrive. Je ne saurais pas dire comment faire. Bon, il y a des gens qui ont soutenu l'idée qu'il y avait des substances individuelles. Non, ça reste à démontrer. C'est super intéressant et ça dépasse mes possibles réponses, disons comme ça. Oui, c'est-à-dire que, voilà, je donne des réponses vraiment comme ça. Moi, je trouve difficile d'imaginer une essence individuelle, même si vous parlez plutôt d'une individualité, parce qu'il y a tout qui change à chaque moment. Il y a le temps, il y a le vieillissement, il y a les situations sociales qui font que nous sommes un peu autre chose. On se réveille différemment pendant un jour. Du coup, je ne sais pas si, voilà, la question de l'essence d'une réalité individuelle, c'est un peu la question de la personne, en fait. Oui, pour la personne. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a quelque chose peut-être très banal. Au niveau perceptif, on reconnaît des choses et on reconnaît des individus. C'est voilà, le côté identitaire chez Ricoeur. Et du coup, voilà, oui, si ça c'est une essence, ça pose une individualité, c'est une autre question. Moi, je pense que la solution facile est de dire, justement, c'est à travers une sémiose perceptive qu'on reconnaît cette entité, cette personne comme étant la même. Mais je n'irai pas plus loin. Je le mettrai toujours comme conséquence de la sémiose. Mais voilà, c'est une question très intéressante, celle de l'individualité. Merci. Flavia. Merci beaucoup, Arthur. Très beau exposé. J'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. J'ai trois petites questions pour chaque partie. Première, pour revenir sur le rapport local et global. Et donc, qui, si j'ai bien compris, est la même tension entre identification et identité. Donc, d'une façon, nous avons l'identification comme un processus, de l'autre, l'identité comme quelque chose de défini, mais comme une somme des identifications. Donc, je pense à René Thom, par exemple, qui dit dans Stabilità strutturale e morfogenèse che
nous ne pouvons jamais mettre une sur l'autre les dimensions locales pour avoir la vision. Donc, si ça marche dans la même façon pour l'identité comme pour notre dynamique de type structuraux. Sur la deuxième partie, je ne sais pas, c'est quelque chose que Madame Dondero a cherché de souligner, mais c'est la coexistence des différents registres. Et je pense à l'intervention d'Aurora Donzelli, dans laquelle elle a expliqué comment ces registres montrent dans une économie, dans une dynamique d'hégémonie sociale. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris que ce qu'est un registre n'est pas quelque chose qu'on peut appliquer à tout le monde. Donc, il se manifeste entre différences de pouvoir, de force. Donc, et sur la troisième partie, qui est très intéressant, j'ai deux clarifications très pratiques. La première est que tu as interpellé ChatGPT comme une troisième personne. Dans les prompts, tu as écrit quelque chose comme ChatGPT et... non, je ne sais pas. Ok, tu as utilisé aussi la deuxième personne. C'est parce que je pensais qu'il y a une connexion, un lien entre la forme, les formats théâtrales, non? Oui. Cette interpellation étudiée, non? Des pas. Et après, je me demandais si tu as ouvert chaque fois, chaque test, un autre chat, ou si tu as utilisé tous les fois la même, parce que la tenue de la cohérence interne, c'est très difficile à montrer. Peut-être je vais essayer d'être rapide. Et voilà, la troisième question. Oui, j'ai ouvert notre discussion, sauf quand, je ne sais pas, dans le cas de la censure, je l'interroge directement là. Mais de toute manière, je ne pense pas que c'est une précaution suffisante. C'est pour ça que c'est des expériences exploratoires, parce qu'elle sait tout de moi, tout simplement. Du coup, elle sait que j'ai travaillé sur cette conférence, elle sait qu'est-ce que j'ai écrit il y a 2 semaines. Du coup, c'est des précautions qu'on met en place. On a même, voilà, là, je vous ai montré certains exemples. J'ai essayé d'autres choses, des choses qui ne donnaient rien, des choses qui faisaient beaucoup rire, mais voilà. Voilà, je l'ai même interrogé. Mais ouais, tu sais que j'ai écrit la conférence. C'est pas que tu... Et elle me dit, mais non, absolument, Et je l'avais déjà vérifié parce que j'avais commencé à faire des expériences il y a 2 mois et c'était plus ou moins les mêmes. Voilà, mais c'est clair que je ne vais pas les présenter comme une expérience scientifique fiable. Et du coup, oui, je pourrais ouvrir une autre fenêtre. Peut-être que je devrais utiliser un autre ordinateur dans une autre maison. Oui, voilà. Et là, c'était une exploration comme ça. Et voilà, pour être rapide, j'avais essayé aussi avec d'autres IA, mais c'était juste un moment. Et voilà. Deuxième, je remonte la question d'Aurora et de l'hégémonie. Oui, c'est-à-dire que moi, je dis que les registres, voilà, il y a des registres qui se superposent, etc., mais pas dans le sens que si on imagine un registre, il existe. Ces registres, on peut les imaginer parce qu'il existe déjà, il y a déjà des nombres de registres, en fait. Et du coup, ça concerne aussi la distribution du pouvoir, ça concerne aussi la distribution des domaines, des institutions, ou, je ne sais pas, voilà, de l'âge, le langage des jeunes, maintenant, il y a la mode. Les mêmes jeunes, dans 10 ans, ils vont se moquer d'eux parce qu'ils parlent comme des boomers, voilà. Du coup, je suis d'accord avec toi, il y a toutes d'autres tensions qui existent déjà dans la société, que ce n'est pas seulement des tensions de langage. C'est là qu'à mon avis, la question des valences sociales se pose, effectivement. Et puis, sur la question locale, globale, en fait, pour moi, l'identification, c'est pas qu'elle produit, je veux dire, sur ça, je n'ai pas une réponse définitive, elle produit, elle se réalise à travers une gestion qui produit des signes. Par exemple, maintenant, je fais une pause, par exemple, je me suis répété, par exemple, j'ai fait une erreur, j'accorde toujours mal l'archive en français parce que je mets toujours au masculin. Et puis, quand l'identification se stabilise, c'est pas qu'il y a une unité,
c'est qu'il y a peut-être une individualité qui habite la société et que, justement, on peut se référer à elle. D'une certaine manière, c'est à travers des sémioses que puis Trump est vu comme, je sais pas, un politicien qui n'est pas progressiste. Voilà, c'est pas une identité figée et au contraire, c'est intéressant, cette identité continue à s'identifier. Par exemple, Trump est élu. Dans sa première, par exemple, conférence, peut-être qu'il fait un discours très progressiste, il va dire qu'il sera le président de tous les Américains, mais c'est déjà identifié au fil du temps. Du coup, les gens qui ne l'aiment pas ne vont pas lui croire. Et du coup, c'est vraiment au fur et à mesure des identifications qui se stabilisent et par rapport à des regards, c'est-à-dire les regards de moi-même qui observent mes propres identifications et les regards des autres. Du coup, il n'y a pas une essence, il y a juste des points de vue. Mais voilà, merci beaucoup pour les questions. Il y avait encore la question de Massimo et de Roxana. Mais ils nous ont pris le reste. Bon, mille merci à tout le monde et on se voit l'année prochaine. L'année prochaine, on vous enverra les dates, mais peut-être que ce sera le 4 novembre. Peut-être. Bravo. Mille merci.